voyons aujourd'hui que ces deux articles 53 et 66 ont pratiquement paralysé le fonctionnement de la haute administration du Cameroun ainsi que ses corollaires. Conclusion. Il y a la corruption qui est devenue endémique et même épidémique. Nous avons l'enrichissement illicite. Nous avons le blanchiment d'argent et de capitaux issus de la corruption. Nous avons tout ce qui va avec et qui a pour rôle de détourner et de dilapider la fonction publique au détriment des populations et du peuple camerounais qui vit écroupi dans la misère au quotidien. Alors, à quoi sert le butin issu de ces détournements, de cet enrichissement illicite, de ce vol à ciel ouvert et à col blanc, n'est-ce pas, pratiqué par les personnes de la haute sphère administrative de notre pays? Je pense que ce butin est utilisé à des fins politiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a aucune volonté politique. Il n'y a eu aucune volonté politique qui a conduit à la mise sur pied du décret d'application de l'article 66 d'une part et de l'article 53 d'autre part. Effectivement, parce que... Est-ce qu'il existe, Salmon Bias, des modalités particulières pour arriver à l'avènement de ce décret d'application-là? Dites aux téléspectateurs, c'est quoi un décret d'application? Est-ce qu'il faut une technologie particulière? Est-ce qu'il faut l'importer de la cuisse de Jupiter ou de la planète Mars pour avoir ce décret d'application qui entoure justement ces articles 66? On était sur le 66, vous avez élargi notre vue sur le 53. Qu'est-ce qu'il manque pour que ce décret d'application... Le décret d'application est tout simplement un acte du chef de l'État qui rend efficient et applicable une loi qui émane du Parlement. Quand le Parlement adopte la loi, le président met sur pied, crée ce qu'on appelle l'acte d'application de cette loi qui, dans la plupart du temps, est un décret. Et ce décret qui va sortir de façon claire les modalités d'application de la loi dans son esprit et dans toutes les matières qui en découlent. Aujourd'hui, nous pouvons donc voir de façon claire que c'est la volonté politique qui manque pour que ces deux articles, ces deux articles qui sont extrêmement importants et qui devaient tenir, n'est-ce pas, nos dirigeants en état pour que cela ne soit pas aujourd'hui les principaux acteurs qu'on accuse comme étant ceux-là qui ont conduit à la décrépitude du Cameroun aujourd'hui. Et la raison fondamentale est que le régime du président Biya, qui existe depuis pratiquement 43 ans, existe avec trois facteurs très importants qu'il faut noter. Le premier facteur, c'est le tribalisme institutionnalisé par ce régime, divisé pour mieux régner, maintenir les populations dans des bastions communautaires afin de mieux les contrôler. Deuxième argument, c'est la corruption, les détournements des deniers publics, les détournements des fonds publics, l'enrichissement illicite qui constitue à ce régime de mettre sur pied un butin important, n'est-ce pas, qui est utilisé à chaque moment pour conquérir les sièges dans les différents scrutins électoraux et notamment à l'élection présidentielle. Nous avons comme troisième paramètre l'injustice généralisée qui est aujourd'hui pratiquée par les institutions judiciaires aujourd'hui qui sont utilisées pour caporaliser le champ judiciaire d'une part et pour foudroyer tous les opposants qui seraient dans le champ politique comme étant des acteurs de l'alternance. Je ne vais pas m'arrêter, je vais prendre mon cas personnel. J'ai été foudroyé par cette injustice camerounaise à la suite des marches pacifiques du 22 septembre 2020. Alors que je ne représentais aucune menace, la manifestation avait été au préalable déclarée, les itinéraires donnés, déclarés par un parti politique légalisé et autorisé à fonctionner au Cameroun. Il va bien que je note que je suis le secrétaire régional délégué en charge des droits de l'homme. Ça veut dire que je suis un parti, je suis un militant politique connu et
le procès verbal ayant conduit à mon élection au bureau régional, la Fédération régionale du littoral, est bien consigné dans les archives de la présidence de la République d'une part et du ministère de l'administration territoriale d'autre part. Il va donc de soi qu'en tant qu'un homme public, il n'y a aucun policier, qui soit du renseignement général, qui soit de la DST, du GSO ou bien tout personnel administratif qui ne sache pas dans le landerneau politique qui est Salomon Béas. Mais je vais vous décrire en quelques mots. J'avais été plaqué au sol par 35 policiers et gendarmes, piétiné à la tête, piétiné aux testicules, traîné dans la boue comme un chien. J'étais dans un pick-up, j'étais dans une cellule à la PJ qu'on appelait Kosovo. Je faisais, ça veut dire j'ai passé pratiquement 2 jours sans prendre un bain, ni me brosser les dents durant 9 jours. Conduit Manu Militari au tribunal militaire de Douala et conduit à la prison centrale de Douala à 4 heures du matin. Vous voyez donc, quand on vous conduit dans un scénario comme ce que je vous explique, pour passer enfin 1102 jours à la prison centrale de Douala avec tous les autres camarades avec lesquels je suis. Il va à noter aujourd'hui que jusqu'à présent, dans cette même prison, nous avons encore des militants. À Yaoundé, nous avons encore le professeur Fogué, Bibou Nissak, arrêté dans les mêmes circonstances. C'est pour, quand j'explique tout ça, c'est pour dire que la justice camerounaise, qui est le bras séculier, les petites mains de la dictature de M. Biya, sont utilisées pour broyer. Broyer et broyer tout citoyen qui a juste l'idée, qui a une bribe d'idée de commencement, de pouvoir s'attaquer à ce régime en place qui nous a confisqué le champ politique pendant 43 ans. Quand j'ai fini de dire ça, je dis, il y a urgence aujourd'hui que tous ces outils démocratiques liés, n'est-ce pas, à la constitution du Cameroun, notamment l'article 66, notamment l'article 53, qui sont des outils extrêmement importants pour l'épanouissement et pour l'avenir de nos démocraties, ainsi que la protection de nos richesses soit mise en avant par une nouvelle équipe qui arrivera d'ici quelques mois pour que le Cameroun puisse enfin respirer. Merci Salomon Béas. Henri Atangna, je vous passe la parole. Chaque fois qu'on a un peu critiqué l'absence de décret d'application justement de cet article 66 de la Constitution du 18 janvier 1996, les proches du parti au pouvoir qui défendent justement la gouvernance actuelle du président Biya ont argué que la Constitution elle-même prévoyait qu'elle serait mise en place progressivement. Et donc, dans l'adverbe progressivement, on y a passé, 29, bientôt 30 ans. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour la mise en place comment Salomon Béas s'appelle ça, d'un décret d'application d'une loi aussi importante que certains considèrent d'ailleurs comme étant la clé de voûte, l'alpha de la lutte contre l'enrichissement illicite? Vous me posez une question compliquée, parce que vous me demandez de répondre aux préoccupations des autres. C'est-à-dire quand vous dites que certains considèrent que c'est l'alpha et l'oméga de l'enrichissement illicite, ça veut dire que je devrais aller au départ de cette théorie-là. Et ça compliquerait ma tâche, parce que moi, j'y crois pas. Moi, je vais rester sur, non pas sur l'aspect politicien, mais sur l'aspect technique. C'est-à-dire qu'en fait, on a voté une loi, c'est-à-dire qu'on a estimé qu'au Cameroun, on va éviter, je vais rester sur l'aspect technique, hein. C'est-à-dire qu'on a dit au Cameroun qu'on va éviter la corruption. On va commencer par dire d'où vient la corruption au Cameroun. Si on en est arrivé là, c'est qu'au moment où on votait cette loi, enfin on inscrivait cette loi, et on a même fait de ça une réalité constitutionnelle. Rien que ça. Enfin, moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut mettre tout dans la Constitution. Je pense qu'une loi n'a rien à faire dans une Constitution. La Constitution, c'est l'élément constitutif du peuple. Comme on le dit souvent aux PURS. J'entends beaucoup des gens du PURS ramener cette réalité-là. Et qu'une Constitution, pour moi, là, je fais mon analyse, hein, et je dis souvent que toute analyse est contestable, dont la mienne aussi. Une Constitution, c'est l'acte constitutif du peuple. D'autres l'appellent loi suprême. Mais moi, je veux qu'il soit un acte constitutif.
et que les lois qu'on crée dans le pays et les jurisprudences ne remettent pas en question cet acte constitutif. Je ne vois pas ce que ça fait dans la Constitution. Je vais être factuel. Au Cameroun, tout contrôleur d'impôts peut vous contrôler n'importe quand et vous demander l'origine de votre fortune. C'est dans les lois. Comme dans tous les pays du monde. On peut vous arrêter et vous dire, justifier l'origine des fonds qui vous ont permis de construire votre maison. Pourquoi passer au Cameroun? Il y a ce qu'on appelle la déclaration d'impôts des personnes physiques et d'impôts des personnes morales. Si vous avez une maison à 1 milliard de francs évaluée, ça veut dire que quand vous avez déclaré vos impôts, vous avez déclaré des revenus d'1 milliard de francs. Si vous n'avez pas déclaré, le fisc a le droit de vous faire ce qu'on appelle un redressement fiscal. Ça veut donc dire qu'il y a des outils pour lutter contre la corruption. Et moi, j'ai toujours pensé que cet article 66 est un outil, en plus, qui ne sert pas beaucoup. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la corruption, très très souvent, à l'époque de la Hidjo, ça se faisait par les sacs d'argent. Pourquoi? Parce que quand nous démarrons le Cameroun, les gens n'ont pas de compte en banque. Les fonctionnaires sont payés avec des enveloppes. C'est-à-dire qu'on vous donne à votre patron l'argent pour venir vous payer avec des enveloppes. C'est la porte ouverte à la corruption. Et pendant la naissance de ce pays-là qu'on appelle le Cameroun, on n'est pas passé à une chose, c'est de pousser les gens à avoir des comptes bancaires, comme dans tous les autres pays du monde. Quand je vous rappelle, je ne vais que parler pour la Belgique. Quand vous arrivez en Belgique, la première chose qu'on vous demande, c'est d'ouvrir un compte. En Belgique comme en France, vous ne pouvez pas payer plus de 1 000 € par mois en cash. C'est interdit. Pourquoi? Parce que quand vous faites un virement bancaire, il y a la trace de votre virement. Alors, avant d'en arriver à ces lois-là, qu'est-ce que l'administration fiscale fait? Pourquoi on voit que quelqu'un qui est directeur général, ministre, construit un château et personne? Je dis bien que personne ne va faire un contrôle fiscal. Si vous m'expliquez pourquoi on ne fait pas ce contrôle fiscal, en Belgique, on voit votre train de vie. En France, vous arrivez, vous garez une voiture qui coûte 300 000 € et que vous vous déclarez que vous gagnez, que vous touchez le SMIC, vous touchez 200, 300 € en net, on regarde votre fiche d'impôt, le lendemain, vous avez un contrôleur fiscal. Hein? Ah bah oui, on vous demande d'où vient votre argent, est-ce que c'est le trafic de drogue, qu'est-ce que vous avez déclaré? On vous dit, monsieur, vous ne pouvez pas être propriétaire d'une voiture qui coûte 200 000 €, alors que vous déclarez, vous gagnez 1 500 € en net par mois. Et il y a une déclaration de l'impôt des personnes physiques au Cameroun. Donc, si on va arrêter la corruption, il n'y a qu'à appliquer ces lois. Ça, c'est mon avis. La deuxième chose, c'est que cet article dit, vous déclarez. Je suis d'accord avec vous. Dès que vous avez fini de déclarer, à l'entrée de votre fonction et à la sortie de vos fonctions, on ne doit pas constater qu'il y a enrichissement. Ça revient à la même chose, puisque les inspecteurs des impôts peuvent le faire n'importe quand. Qu'est-ce que ça ajoute de plus? Bon, après, il reste alors la notion de décret d'application. C'est là où c'est important d'expliquer aux gens que le décret d'application, c'est comment ça va s'appliquer. Qui y va vérifier? Qui? Ça veut dire que vous irez prendre les fonctionnaires aux douanes, aux impôts. Expliquez-moi, monsieur, arrêtons de nous raconter des conneries. Dans un pays où le mec qui est au bord de la rue, qui doit contrôler les voitures qui passent, et qui prend 1000 francs quand vous n'avez pas de permis, quand vous n'avez pas d'assurance, quand vous n'avez pas de contrôle technique, quand vous n'êtes pas en règle,
le moment où au Cameroun, vous allez nommer quelqu'un pour aller être contrôleur des impôts, vous allez juste nommer un escroc en plus. Et nous savons tous comment ça va se passer. Il ira là où il doit contrôler, on lui mettra un peu d'argent dans la poche et il repartira. C'est donc dit, Henri Atangana. Bah oui. Alors, ça veut dire que l'état de droit, c'est finalement un luxe pour nous, c'est une chimère, c'est un leurre. Voilà donc la question qu'on doit se poser. Est-ce que nous mettons en terme l'état de droit? Ça, c'est la vraie question. Vous ne pouvez pas éluder toutes ces questions pour en aller parler, pour moi, des choses accessoires. Nous sommes nés dans un état de corruption à la naissance. Je peux vous rappeler comment on faisait les milliardaires au Cameroun. Ce serait pas superflu. Ah bah oui, très bien. Monsieur Aïdjo lui-même, quand il disait que vous êtes millionnaire, il prenait le téléphone, il appelait à une banque, puis il donnait lui l'argent. On vous donnait l'argent dans les sacs. Parce qu'il faut rappeler que le système français n'a pas favorisé ça. Demandez aux concessionnaires de voitures. Mercedes. Il y a des gens qui venaient du Nord avec des millions dans le grand droit pour acheter la voiture neuve. Allez demander aux concessionnaires de voitures qui sont là depuis le Cameroun, depuis les indépendances, ils vont vous dire. Alors quand vous acceptez ça, vous ouvrez la porte à la corruption. Alors, Aïdjo même disait, appelez le directeur de la banque, je connaissais personnellement l'ancien ministre des Finances, qui est décédé. Il a été ministre des Finances, mais c'est pas ancien, qui était aussi directeur général de la BAO. Je dis personnellement, hein, c'est-à-dire que... Hein. Et vous ne remboursez pas l'argent. Il disait donner le crédit. Vous ne remboursez pas. Un crédit qu'on ne rembourse pas. Et vous rameniez vous-même, vous rameniez votre acte de décès. Vous avez compris? Ça se passe au Cameroun. Je dis bien que on donnait le crédit. Qui avait le droit d'avoir un crédit au Cameroun? On est tous en 1960 fils de paysans, petits-fils de paysans, enfin, nos parents. Qui pouvait garantir un crédit? Qui pouvait aller devant un établissement bancaire et dire prêtez-moi 500 millions de francs? Quelle était la garantie que tu as dans l'établissement bancaire? Et c'est comme ça qu'on faisait les milliardaires au Cameroun. On te donnait. Donc on a créé cet état sur la corruption. Demandez aux gens qui ont grandi à Yaoundé, ils vont vous le dire. On a vu des gens, on ne savait pas pourquoi, ils construisaient de grandes maisons en plein Yaoundé. Ça te vient d'où? D'autres ont expliqué aux gens que c'était le FAMLA. Et ça a marché. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui sont allés chercher le FAMLA pour être riches. Ils ont cru qu'on peut être riche par le FAMLA. C'est pour ça qu'on voyait souvent certains de certains jeunes Camerounais qui pensent qu'on peut être riche par la sorcellerie, par la magie. Si vous leur dites que c'est pas possible, ils vont pas vous croire. Ça veut dire qu'on a mis ça dans la tête des gens. Donc cet état va naître comme ça sous aucun contrôle. Et ça va perdurer. Et le premier discours de... Vous vous souvenez le premier discours de M. Paul Biya. Rigueur et moralisation. Ben voilà. Donc il a sorti ça au hasard. Parce qu'ignorer que nous sommes nés dans un état corrompu, mais c'est qu'à l'époque, le chef d'État même contrôlait parce que, Aïdjo, quand tu construisais ta maison à Yaoundé, il t'appelait à la présidence, il disait qu'il t'a donné l'argent. Et si tu n'expliquais pas, il te mettait en prison. Alors, ça c'était faisable dans un état où on était 3, 4, 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 30 millions. La situation n'est plus exactement la même. Docteur Nyamsi Poundi, je veux terminer mon propos. Je veux chuter, s'il vous plaît. Juste chuter sans vous renverser alors. Pour dire, je chute juste pour dire que c'est d'abord ça qu'il faut corriger. Je sors par là. C'est d'abord ça qu'il faut corriger. Je ne vais pas dire que c'est bon, hein, je ne vais pas dire que je suis d'accord avec, je dis qu'il faut commencer par corriger ça. Parce que si vous voulez ajouter des lois sur des choses qui sont déjà biaisées d'avance, on va arriver à ce qu'il y a là. Docteur Nyamsi, Henri Atangana défend l'idée de ce que la Constitution et son article 66 eux-mêmes ne sont pas adaptés à la réalité contre laquelle ils doivent lutter ou alors pour laquelle ils doivent militer.
Quel est l'avis du PURS sur la question? Avant de donner l'avis du peuple uni pour la rénovation sociale, il faudrait rappeler aux citoyens qu'après 1960, l'économie du Cameroun était détenue par les étrangers. Si le président Ijo avait des velléités avec le ministre Frédéric Kodok à faire des lignes pour que l'économie soit maîtrisée par les Camerounais, le président Paul Biya aussi a une ligne que vous aviez voulu bien mettre sans raison d'État, sans pouvoir respecter la vie publique, ligne 64, ligne 60 et poussières, ligne 80 et poussières, qui ne sont pas les lignes qui étaient des mauvaises lignes. C'était pour la souveraineté économique et le développement de l'émergence en 2035, ce qui a été bien utilisé par d'autres opérateurs économiques d'affaires et ce qui a mal été utilisé par d'autres qui ont vu cette menthe pour promouvoir le monde des affaires au Cameroun comme s'ils devaient prendre le pouvoir sans passer par les urnes. Ceux qui comprennent ont vu manger. Que ce soit du président Amadou Ahidjo, je vais vous dire, de mon enfance, né dans les rues d'Aqua, j'ai connu, sans publicité, Cabanis, Zouvelos, Arnopolis, Tchékénis. Ces noms-là, Nis, Paul, c'était des Grecs. Des Grecs. Qui maintenaient l'économie. Lorsque le président Ahidjo l'a vu, avec l'arrivée du grand Frédéric Kodok, les politiques ont été mises en place pour faire une émergence et une classe de nouveaux hommes d'affaires. Hélas, ces Camerounais, au lieu de faire des affaires du commerce, ont voulu le pouvoir. C'est la même chose dans les velléités de 2000. Lorsque le président s'est rendu compte qu'il n'y avait pas des usines au Cameroun, on a fait du Bayam Selam. Tous ces industriels que vous entendez là. Du Bayam Selam. Ils font du Bayam Selam. Je ne pèse pas mes mots. Ils produisent quoi? Expliquez-nous ça, monsieur Yamsi. Le Bayam Selam, c'est quoi? Ils vont acheter et viennent faire l'empaquetage au Cameroun. Ils vont acheter à l'extérieur et font l'empaquetage au Cameroun. Au lieu de regarder les ressources du sous-sol, une terre agricole et faire des grands champs, et ils vont plutôt acheter et viennent y mettre dans des sachets, dans des plastiques pour revendre au Cameroun à des gens qui sont industriels. Le président a donc voulu apporter des lignes de crédit et des lignes ouvertes qu'on a données à certains Camerounais pour la floraison de l'espace économique. Ce que nous n'avions pas refusé et que nous avons vu de bon temps, sauf que c'est devenu des lignes de repli identitaire. Des lignes de repli identitaire. Vous aviez vu que 2 bateaux de pêche camerounais ont été garés en Mauritanie sur les larges bords qui allaient chercher du poisson. C'était Zobandila. Il y en a fait aussi de Congelcam. L'exclusivité du maquereau au Cameroun. Ce qui ne devrait pas être dans une économie de concurrence. Alors, tout cela a été les velléités que le président a bien voulu apporter aux Camerounais dans sa vision, mais c'est les Camerounais qui l'ont trahi. La ligne 66 n'a pas été implémentée parce que, pendant que d'autres ont trouvé en cette ligne qu'ils étaient les pompeurs du pouvoir, cela pourrait les créer des problèmes, d'autres ont utilisé cette ligne pour envoyer leurs camarades de parti en prison. Vous voyez donc que le président se retrouve comme ça dans un carrefour où ses propres enfants passent le temps à s'auto-trahir et à se trahir. C'est pourquoi nous, au PURS, ce sont ces failles-là, ce sont ces erreurs-là, ce sont ces manifestations et ces faits et gestes que nous allons exploiter pour interpeller 4 millions de Camerounais à voter les programmes du PURS dans l'unité, la souveraineté et l'identité du Camerounais qui doit gérer les choses de la cité. Pour parler de façon simple, politiquement vivable, lorsque vous empruntez les rues de Douala, le phénomène Feman est fini, un nouveau phénomène est Neskama. C'est-à-dire? C'est dans leur jargon trivaux, des jargons qui n'entrent pas dans un milieu académique mais qui sont des faits d'école. Comment quelqu'un peut-il passer le temps à s'enrichir sur le dos des Camerounais en faisant de l'escroquerie et de la duperie devant les forces de l'ordre? Neskama, c'est la déclinaison de la cybercriminalité, de ces cyber-escrocs, justement. Très bien. Dans cet article 66, rentre en droite ligne, selon chaque bord politique. Si au RDPC, cela ne devrait pas s'appliquer, et que cela ne s'applique que lorsqu'un jeune loup aux dents longues veut le pouvoir et il va en prison, chez nous au PURS, nous pensons que cet article ne devait pas seulement être l'apanage d'un décret,
mais devrait revenir aux forces de l'ordre. Parce que lorsqu'on fait une consultation pour nommer quelqu'un directeur général d'entreprise ou ministre, il y a ce qu'on appelle une enquête de moralité au Cameroun. Cette enquête de moralité est dirigée par le commandant de compagnie de la circonscription, par le commandant de légion de la région, par le commissaire de la division de la police judiciaire et par les fermes limiers qui montent une enquête de moralité sur vous et remet à qui de droit. Si cela n'a pas été fait, pourquoi est-ce qu'on va plus loin pour interpeller l'article 66? Parce que moi je vais vous dire, quand je pars de Sangchou pour arriver à Douala, je passe Nkonsamba, je vois une maison de Samuel Eboa, R+1, je n'en connais pas une autre en Nkonsamba. C'est celle-là que je connais en route. Mais lorsque je prends il la se route, raconte qu'elle est vieillissante. et entretenue par son fils, parce que c'est le seul héritage qu'il aurait pu laisser, parce que c'était un homme droit. Mais lorsque je prends la route de Banjul pour entrer, pour sortir à Poumze, à Baham, ce que je vois comme maison sur cette route m'interpelle. On dit d'ailleurs, peut-être pour ajouter de l'eau à votre moulin, peut-être pas, que Banjul, c'est la ville camerounaise qui concentre le plus grand nombre de milliardaires au kilomètre carré. Je m'interpelle, je m'interroge, je m'autorise à vouloir pousser ma réflexion. Lorsque je sors de là, je prends la falaise du col de Bati et j'arrive dans un village que tout le monde connaît. Tout le monde tombe des nues quand on voit ces maisons. Et lorsqu'on ouvre la tête, on voit que certains sont les pompes du gouvernement et sont des sous-directeurs dans les ministères. Où est-ce qu'ils prennent cet argent? Au sorti de là, je prends Etoukébé, je prends Oudja. Je me rends compte que quand on est sous-officier de la douane, contrôleur de douane, qu'est-ce qui vous pousse à avoir une maison avec 12 climatiseurs conçus sur 400 mètres carrés? Et lorsque je regarde Santa Barbara, Bonamoussadi, et je regarde lundi, je vois des fonctionnaires du cadastre, du MINCAF, qui ont bâti des empires au pif et au regard. Donc c'est pour vous dire que cet article 66, je vais l'exploiter quand je viendrai aux affaires avec le PURS. Et je vais mettre à contribution les commandants de compagnie, les commandants de brigade. Vous allez élargir le spectre de l'application de l'article 66. Ça va commencer par tous les auxiliaires du procureur de la République, de regarder l'homme qui sera nommé. Parce qu'il ne faudrait pas que vous veniez au gouvernement avec une maison et que vous sortiez du gouvernement avec 44 villas. C'est ce qui pose le problème de cet article-là. J'irai plus loin pour vous dire. Sur la base de quoi un contracteur d'administration peut-il, parce qu'il a occupé un poste, vivre dans un quartier sans la prime de logement et sans son logement? Nous connaissons combien ça coûte. Et se mettre à bâtir R+2 parce qu'on travaille aux impôts. C'est ce que nous voyons manifestement dans la ville de Douala. Vous savez que le mètre carré de terrain en périphérie, en Goma et consort, titré à 28 000 francs, 32 000 francs. Comment un fonctionnaire qui n'a pas, après 25 ans de service, 300 000 francs de salaire, dont le taux imposable à la banque ne fait pas un crédit de 30 millions, peut-il se retrouver en train de construire une maison dont le titre foncier sur le permis de bâtir est évalué? Le permis de bâtir sorti à la communauté urbaine est évalué R+3 à 144 millions de francs CFA. Comment a-t-il fait pour avoir 144 millions de francs CFA?